Bonjour. Donc voici la leçon visioconférence. Je continue le chapitre sur l'activation. Nous avions vu déjà l'activation des alcools en milieu basique. Donc là, cette fois, on va voir l'activation des alcools en milieu acide. Donc, je commence avec le tableau sur les propriétés basiques des alcools et phénols. Donc, un alcool, CH3OH par exemple, il fait partie d'un couple acide-base où lui, il est la forme basique. Donc ici, vous avez l'alcool et sa forme acide, c'est l'alcool protoné, c'est-à-dire un alcool qui a reçu un proton. Alors, je vous ai redonné l'exemple sur une échelle de pH en dessous. Là, j'ai pris l'exemple de l'éthanol. L'éthanol, ce n'est pas une base, parce que si on est dans l'eau, l'éthanol ne peut pas se protoner, puisque la limite de l'eau, le pH va de 0 jusqu'à 14. Donc, si on veut avoir l'éthanol qui se comporte comme une base et que là, ce soit son acide, il faut se placer à un pH négatif, c'est-à-dire pas dans l'eau. Il faut un solvant organique. Et en général, on sera dans l'alcool lui-même. Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'alcool, directement, le solvant est anhydre, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait d'eau. L'éthanol anhydre, on le place en présence de H+. Alors, il existe des acides qui sont solides, comme l'acide APTS, qu'on verra plus tard. Donc, cet acide solide, c'est un acide qui n'est pas dans l'eau. Donc, on peut le rajouter directement dans le solvant éthanol. Le H+ va se fixer sur l'oxygène avec le doublet, ici. Et à partir de là, la molécule d'eau peut partir. Puisque H2O, c'est un bon nucléofuge et on est dans le solvant éthanol. Donc, il peut y avoir un tout petit peu de molécules d'eau. Et à partir de là, si H2O, le nucléofuge, est parti, il vous reste un carbocation, ici, un carbocation primaire. Et donc, toute la classe des carbocations, la stabilité, on va s'en resservir. Donc, si on se place dans l'alcool pur anhydre, en le mettant en milieu acide, on va pouvoir déprotoner et former des carbocations. Et ces carbocations-là, il va leur arriver ensuite des choses. Donc, premier exemple, on va passer de l'alcool à l'alcène. Ça va être une élimination. Vous avez ici le cyclohexanol. Et si vous lui enlevez H2O, c'est-à-dire le OH et le H qui est sur le carbone d'à côté, on obtient l'alcène. Donc, ça va être une réaction d'élimination. Nous avons déjà vu les réactions d'élimination E2 du deuxième ordre. Cette fois, ça va être une réaction d'élimination E1 avec le passage par un carbocation. Alors, on avait vu sur l'élimination E2 que le nucléofuge, il partait parce qu'il y avait une attaque en anti. Là, si on est en milieu acide, dans l'acide H3PO4, acide phosphorique, OH- qui est une base, c'est un mauvais nucléofuge. Donc OH- ne pourra pas partir tout seul, mais par contre, H2O peut partir. Donc la première étape, ça va être comme on a vu tout à l'heure, c'est que le doublet de l'oxygène va capter H+, on se retrouve avec le cyclohexanol protoné, puis H2O s'en va, le nucléofuge, et on se retrouve avec ici un carbocation secondaire qui est assez stable. Et ce carbocation, il va pouvoir perdre un proton, puisqu'il y a une charge plus. Donc, si le doublet ici se rabat, ça vous libère H+, et on obtient l'alcène, le cyclohexène. Alors, on dit que le catalyseur, il est régénéré. Vous aviez un H+ ici, et à la fin, vous avez H+ qui est revenu. Alors, on a l'impression que c'est le même catalyseur qui est revenu, alors qu'en fait, si vous suivez le chemin, ce proton ici, il s'est retrouvé piégé dans H2O. Donc, le proton du catalyseur au début, il est parti, il est là-dedans, dans H2O. Et le proton qu'on a libéré, c'était le proton qui était sur le cyclohexène, sur le cyclohexanol, pardon. Donc, ce proton-là, c'est pas le même qu'on avait au début, ça n'est un qui ressemble, mais en tout cas, on dit que le catalyseur est régénéré.
Donc, à partir de là, il va y avoir plusieurs possibilités. Je peux enlever ce proton ou bien celui de l'autre côté et la même chose de l'autre côté. Donc, si jamais on avait une molécule différente, on aurait des alcènes en différentes proportions. La réaction, on dit qu'elle est régiosélective. Donc, ça va marcher exactement comme on avait vu l'élimination E2. C'est-à-dire que l'alcène le plus substitué, ce sera le majoritaire. Donc, c'est la règle de Zaïtsev. Alors, dans mon cas, avec le cyclohexanol, qu'on ait la doublison d'un côté ou de l'autre, ça ne change rien. Donc, on n'a qu'un seul produit. Mais sur les exercices, vous pouvez en avoir plusieurs. Donc, réaction régiosélective. Ensuite, la réaction, on dit qu'elle est stéréosélective. Si vous avez des alcènes substitués de la même façon, le E sera majoritaire sur le Z parce qu'il y aura moins de répulsion, les groupes qui sont plus éloignés. C'est moins encombré, on dit. Et pour finir, comme cette réaction peut se faire aussi dans le sens retour, c'est-à-dire que H+ pourrait attaquer sur la double liaison et ensuite on refixe l'eau. Comme cette réaction pourrait se faire à l'envers, du coup, en général, on chauffe avec un peu comme un procédé de distillation et on va enlever l'eau et l'alcène du tricol. L'eau et l'alcène, ce sont les composés qui ont la masse molaire la plus faible. Par rapport au cyclohexanol, ici, la masse molaire elle est plus importante par rapport à celui-là, puisqu'on a perdu la molécule d'eau. Donc, le cyclohexène et H2O, ils vont se distiller plus vite. Le cyclohexanol, il a une température d'ébullition beaucoup plus haute. Donc, en chauffant très fort, le cyclohexanol, il reste dans le ballon, alors que le cyclohexène et l'eau s'en vont, ils sortent du milieu, donc la réaction la force à avancer. Voilà, donc après, on peut vous faire des calculs de rendement sur le produit qu'on a obtenu à la fin. Donc ça, c'est un procédé de déplacement d'équilibre où on enlève les produits de manière à ce que la réaction avance. Alors, je continue. Je suis toujours sur la page 3 du Polycop, sauf que je l'ai aménagé différemment sur la visio. Alors, exemple de réaction concurrente. Quand vous formez un carbocation, le carbocation, il pourrait donner autre chose. Il pourrait se réarranger, c'est-à-dire donner un carbocation plus stable. Donc, je prends l'exemple de déshydratation de ce composé-là, le 3,3-diméthylbutane-de-hol, vous l'avez dessiné ici. On dirait un chien un peu. Bon. Donc, cette molécule-là, la première étape, c'est la protonation de l'alcool. Puis ensuite, on enlève H2O et on se retrouve avec le carbocation ici, qui est un carbocation secondaire. Le carbocation secondaire, ce n'est pas le plus stable possible. Le plus stable possible, c'est soit quand il y a une conjugaison, soit quand on a un tertiaire. Donc, la réaction qu'on appelle de réarrangement, c'est que vous allez avoir le groupe CH3 ici, le CH3 qui est accroché à cet endroit-là. Cette liaison va carrément basculer ici, venir s'accrocher et faire un autre carbocation. Alors, quand vous avez ce carbocation-là, si en rouge, on ne fait pas le réarrangement, la transposition, vous avez de ce côté, il n'y a pas d'hydrogène. Donc, on ne peut pas faire un alcène ici. Il y a 3 liaisons carbonées. La seule possibilité, c'est si le proton s'en va de ce côté. Donc, on obtient cet alcène attendu qui est substitué une fois. Donc, par rapport à la règle de Zaïtsev, il n'est pas très stable. Et on a constaté que si on fait cette réaction en chauffant très fort, par transposition, ce groupe CH3 ici, il est venu se placer là. Et donc, puisqu'on a enlevé l'électron ici, la charge, elle est passée ici, puisque c'est ici qu'il va manquer un électron. Donc là, on va se retrouver avec un carbocation qui est tertiaire, plus stable. Et ce carbocation, il peut perdre un proton d'ici ou là, mais ça ne va pas faire un alcène très stable. Par contre, si vous perdez le proton qui est ici, s'il reste un hydrogène,
vous allez avoir un alcène ici qui est substitué 4 fois et donc qui va être le plus stable. Et donc, ça vous donne le 2,3-diméthylbutène, 2,3, si vous avez les deux substituants, butane avec la doublison sur le 2, donc but2N. Donc, c'est ce produit-là. Donc, les réactions de réarrangement ou transposition, elles sont quand même assez rares, mais vous pouvez avoir un exercice qui est formulé de cette façon. On vous dit que écrit la réaction de déshydratation de ce produit-là, le 3,3-diméthylbutanediol par exemple, vous allez arriver ici, c'est là ce que vous devez faire. Et par contre, si on vous y explique qu'on a un autre produit, il va falloir essayer de remonter le chemin, essayer de trouver comment on l'a obtenu. Donc voilà, cette histoire de transposition, ça peut vous être demandé, mais ce n'est pas exigible. Vous ne pouvez pas, à chaque fois qu'il y a un mécanisme un peu compliqué, de caler la transposition. C'est quand même assez rare. Alors, pour éviter ces phénomènes de transposition, puisque ça donnait un alcène obtenu qui n'était pas celui qu'on voulait, on a trouvé une alternative. C'est le passage par un mésylate en milieu basique. Donc, au lieu de travailler en milieu acide, on a vu qu'on faisait des carbocations qui pouvaient se réarranger pour d'autres carbocations et des mauvais produits. On a fait cette alternative-là. Passage par un mésylate. Alors, je suis désolée, c'est un petit peu compliqué, tous ces trucs-là. Déjà, la nomenclature. Donc, mésylate, vous allez avoir le groupe mésyl, le substituant mésyl, ça va être ce groupe-là. Vous voyez que le soufre, il est hypervalent, puisqu'il fait 6 liaisons, là. Je n'ai pas mis les doublés non liants sur l'oxygène. Donc, ça, c'est le substituant mésyl. Et si vous rajoutez un chlore, ici, un atome de chlore, ça vous fait le chlorure de mésyl. Mésyl, c'est tout ça. Donc, l'intérêt de faire ça, c'est que si vous transformez en mésylate, mésylate, c'est par rapport au premier, on a rajouté un oxygène, vous avez un groupe partant ici, stabilisé par mésomérie. Et donc, on a augmenté la facilité d'un groupe à partir, on a augmenté le pouvoir nucléofuge. Et donc, le fait d'augmenter le pouvoir nucléofuge, ça va favoriser la réaction dans un sens qu'on voudrait. Alors, je repars sur ma molécule initiale, là, c'est un chien. Cette molécule-là, je vous rappelle que si on était en milieu acide, on n'obtenait pas celui qu'on voulait, mais on obtenait celui-là, parce que ça s'était réarrangé. Donc, l'intérêt de travailler avec un mésylate, c'est la première étape, déjà, ça va être de remplacer le groupe OH par un autre groupe qui partira plus facilement. Donc, la première étape, ça va être un peu comme une substitution. En fait, on dit que c'est une réaction d'addition, ça, puisqu'au début, vous avez une double liaison ici, et à la fin, la liaison, elle est simple. Il n'y en a qu'une ici, donc c'est une réaction d'addition. Donc, le doublé de l'oxygène, il va faire un lien avec le soufre. Le soufre, comme il va arriver une liaison de plus, il va être obligé de laisser partir une liaison, donc ça va être une double qui se rabat sur l'oxygène. Donc, ça vous fait une charge moins ici. Donc, au niveau de l'oxygène qui s'est accroché, vous avez toujours l'hydrogène et vous venez de faire une liaison plus. Donc là, vous avez une charge plus. Et ensuite, il va y avoir deux choses qui vont se passer un peu en même temps. La première, c'est qu'on va perdre le proton, c'est-à-dire que cette liaison ici, elle va se rabattre sur l'oxygène. Donc, on ne va pas libérer H+, puisqu'on a dit qu'on est en milieu basique. Comme on est en milieu basique, il n'y a pas d'adhésion H+ possible. Par contre, là, le triéthylamine, NET3, ça c'est le solvant qui est basique. Ce solvant va capter le proton. Donc, ce proton, il va partir. On va se retrouver avec l'oxygène, avec ces deux doublés non liants. Et de l'autre côté, vous avez un des trois doublés ici de l'oxygène qui se rabat et le Cl s'en va comme nucléofuge. Donc, vous allez obtenir le H qui est parti avec le solvant et le Cl aussi.
Donc, j'ai marqué moins HCl, c'est ce qui est parti. Et il va vous rester accroché là. Vous voyez le groupe mésylate. Donc, ce qu'on a fait, c'est un peu comme de la magie. C'est qu'au début, on avait ce groupe chlorure de mésyle. C'est lui qu'on a accroché sur l'oxygène. Et maintenant, on vient de former le mésylate ici, qui ne demande qu'à partir, puisque le mésylate, il est stabilisé par mésomérie. Vous avez cette liaison simple avec les doubles ici. Vous pouvez l'écrire de plusieurs façons, les formes mésomères, donc ça va être quelque chose de stable. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé du substrat initial, le groupe OH qui avait du mal à partir, on l'a transformé en groupe mésylate, ici, et ce mésylate, lui, c'est un bon nucléofuge. Donc, ce groupe, cette molécule-là, on appelle ça un mésylate d'alkyle, ou l'alkyle, c'est la chaîne carbonique qu'on a vu au début. Et on appelle ça aussi un ester sulfonique. Sulfonique parce qu'il y a du soufre. Et l'anion mésylate, c'est ce qui est ici. C'est un bon groupe partant stabilisé par mésomérie. Donc, la base triéthylamine, celle-là, elle va capter le H à l'anti. Donc là, on retrouve le mécanisme d'élimination E2 qu'on connaissait. Ce qui change, c'est qu'on a modifié le substrat au début pour qu'il soit comme ça. Donc, on va faire une élimination E2. Et comme là, il n'y a pas de proton, on n'a pas le choix, c'est obligatoirement de ce côté que ça va partir. Donc, la base, elle va capter le proton, qui a un anti par rapport au mésylate. Ça, c'est ce groupe-là, tout ça. Donc, ce doublé se rabat, on forme l'alcène, et le mésylate est parti. Le mésylate, je vous ai écrit la forme en dessous. Donc, ce composé est très stable. Et on obtient l'alcène qu'on n'avait pas été capable d'obtenir en milieu acide. Donc là, dans ce mécanisme, on a activé l'alcool de manière à faire un groupe différent ici. Et ce groupe qui soit un bon groupe partant en milieu basique. Voilà, donc là, on n'a pas utilisé les propriétés acido-basiques. On a fait une substitution sur l'oxygène. On a remplacé le H par ce groupe-là, de manière à faire un bon groupe partant. Voilà, donc dans un devoir, on peut vous donner les différentes étapes. Par exemple, on a celui-là, on fait réagir, et on va vous demander d'expliquer pourquoi on a fait ces transformations dans le but d'obtenir ça. Voilà, on ne va pas vous demander d'un coup de tout réécrire, c'est compliqué. Par contre, on peut vous demander d'expliquer pourquoi on a fabriqué la réaction de cette façon. Voilà, j'ai fini la page 3. Donc là, on passe à la page 4. Alors, passage de l'alcool au dérivé halogéné, RX. Alors, c'est très important cette transformation parce qu'on a vu que les dérivés halogénés, après, on peut les transformer en organomagnésiens, par exemple, RMGX, et continuer à modifier la chaîne carbonique. Donc, le passage de l'alcool à RX, ça va ouvrir la porte pour faire plein de réactions, en particulier pour créer des nouvelles fonctions. Alors, par action de HX, c'est-à-dire HCl, HBr ou HI, donc si vous avez un alcool tertiaire, c'est-à-dire un alcool OH qui est lié à 3, enfin, dont le carbone est lié à 3 carbones, c'est très rapide. Il suffit de mettre de l'acide chlorhydrique directement sur l'alcool et on obtient le produit. Donc là, j'ai mis l'affiliation. Vous avez au début le réactif, à la fin le produit. Et le mécanisme, ça va être toujours la même chose que ce qu'on a vu depuis le début. C'est-à-dire que la première étape, on protonne l'alcool. On a ici l'alcool protoné. Deuxième étape, on perd le nucléofuge H2O, donc on obtient le carbocation ici. Le fait d'écrire moins H2O sur la flèche, ça évite d'écrire plusieurs fois les réactions en mettant plus H2O et de réécrire à chaque fois. Donc, on a cette écriture abrégée de mettre directement sur la flèche ce qu'on ajoute ou ce qu'on enlève. Comme ça, on gagne du temps.
Donc, on obtient un carbocation ici qui est tertiaire. Et ce carbocation qui est assez stable, il réagit avec Cl-, puisque le but, on avait mis HCl depuis le début, donc on a fait réagir H+, là Cl-, et on obtient le produit directement. Voilà, donc ça, c'est une substitution nucléophile SN1, parce qu'on passe par un carbocation. Le nucléophile, je pars tout seul. On a le carbocation, première bosse, et ensuite, deuxième étape, deuxième bosse, vous avez Cl- qui attaque. Donc, ça vous fait le profil avec deux bosses, comme on avait déjà vu, réaction SN1. Alors, si vous avez des alcools secondaires ou primaires, là, cette fois, le mécanisme, ça va être une SN2, parce que on ne pourra pas faire un carbocation suffisamment stabilisé. Les conditions sont peut-être pas adéquates. Donc, si vous avez un alcool secondaire ou primaire, comme ceci, il va falloir chauffer beaucoup. Si c'est HBr, ça va marcher. Par contre, si c'est HCl, il faudra un catalyseur. Donc, le mécanisme, j'espère que vous avez vu que c'est toujours pareil. On protonne H+, enfin le OH plutôt, on protonne l'alcool, on obtient ici l'alcool protoné, puis ce groupe s'en va, ça fait le carbocation ici. Sauf que ce carbocation qui aurait été secondaire, enfin primaire ici, primaire, il était trop difficile à former, donc Br-, il a attaqué juste au moment où H2O est parti. Donc là, on a fait une SN2 en une seule étape. Là, vous avez une seule étape. Il attaque de façon dorsale et celui-là s'en va. Alors qu'au-dessus, on avait SN1, vous aviez le carbocation et puis deux étapes. Là, SN2, une seule étape. Donc, on a l'inversion de Walden, sauf que comme il y a deux hydrogènes ici, ça ne se voit pas. Donc, quand on vous l'a écrit, on l'a écrit de la même façon, alors qu'en fait, on a fait le retournement du parapluie ici. Alors, je vous ai aussi détaillé l'autre réaction, mais c'est le même principe. La seule différence, c'est que ici, ZnCl2, c'est un catalyseur. Alors, le catalyseur, il va intervenir dans le mécanisme, mais ce n'est pas à votre programme de savoir comment. Donc, on peut écrire la réaction un peu du même style, sauf qu'on vous dira qu'on a ZnCl2 catalyseur. Donc là, vous avez pareil, l'alcool qui va se faire protoner, on a l'alcool protoné, et ensuite, on ne peut pas faire un carbocation, donc c'est une SN2, substitution nucléophile du deuxième ordre, Cl- attaque en dorsale, et puis H2O s'en va. Et là aussi, vous avez l'inversion de Walden que on ne va pas voir puisqu'il y a deux atomes d'hydrogène équivalents. Alors, cette réaction, si on chauffe beaucoup, on risque d'avoir du mal à le faire. Donc là aussi, il va y avoir une alternative, c'est utiliser les esters sulfoniques, comme on a vu tout à l'heure. Et ces esters sulfoniques, on va transformer le mauvais groupe partant OH en bon groupe partant. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait utiliser un acide solide pour ne pas mettre d'eau avec l'alcool. Donc vous avez l'acide qui s'appelle APTS, parce que son nom est compliqué. Donc c'est acide para-toluène sulfonique, APTS. Donc cet acide-là, c'est un solide qui est très facile à utiliser avec une spatule. On en met un petit peu dans le milieu réactionnel. Donc vous avez ici sa forme semi-développée. Et en dessous, je vous ai écrit AR. AR, c'est groupe aromatique, c'est tout ça, AR. Et j'ai détaillé le SO3H sous cette forme-là. Donc, vous voyez que le SO3H, ça, là, ça ressemble un peu à ce qu'on avait tout à l'heure. Vous avez une sorte de mésomérie, des formes mésomères qui vont pouvoir stabiliser. Donc, ce qu'on va faire, déjà, c'est préparer le chlorure de para-toluène sulfonyle, c'est-à-dire qu'on remplace le OH qui est ici
par un chlore. Là, vous voyez, on a juste remplacé un atome. Donc, l'acide, il va jouer le rôle de réactif. Ce ne sera pas un catalyseur ici. Des fois, c'est un catalyseur, mais là, il va jouer le rôle de réactif. Donc, si on le met avec du SOCl2, on va le transformer. Donc, vous avez ce composé-là qui va s'appeler TSCl, tosyl. Tosyl, c'est tout ça. Et Cl, ça va être le groupe qu'on va substituer. Donc, première étape, ça va être de former ce composé-là. Et le but, c'est, comme tout à l'heure, d'avoir un meilleur nucléofuge. Donc, vous avez celui-là, TSCl, ce composé-là, il est ici. On va le faire réagir sur l'alcool. Et le but, comme tout à l'heure, c'est de transformer OH, qui est un mauvais groupe partant, en OTS, tosylate, qui va être un bon groupe partant. Donc, la première étape, c'est l'alcool, le réactif, qui va attaquer le substrat. Donc, ce composé-là, c'est le TSCl, c'est lui. D'accord? Celui-là. Donc, c'est comme tout à l'heure, le doublet vient faire une liaison, puis la double liaison s'ouvre. Et ensuite, dans la deuxième étape, il va y avoir ce H qui va partir. Je l'ai fait partir ici, là, mais on peut le faire partir au moment où on veut, il n'y a pas d'ordre. Et ensuite, le doublet d'oxygène négatif qui revient et on élimine Cl-. Donc, globalement, ce qu'on a fait ici, passer de l'alcool à l'ester sulfonique, c'est juste de transformer le OH, qui est un mauvais groupe partant, en tosylate, qui sera un bon groupe partant. Le tosylate, en fait, il va ressembler à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, la première étape, c'était l'activation de ce groupe OH en ester sulfonique parce qu'on aura un groupe partant plus efficace. Et ensuite, deuxième étape, donc c'est celui-là, le même, hein, c'est la suite. Celui-là, on va le faire réagir avec du KCl, chlorure de potassium, et vous allez avoir une substitution SN2. Donc, le groupe partant, celui-là, c'est en fait le OTS qui va partir. Et on va attacher sur la chaîne carbonée, on va mettre un chlore à la place d'avoir un oxygène. Donc, finalement, là, cette molécule-là, vous voyez, l'arrivée, c'est ici. On a remplacé le OH de cette une carbonée par un chlore. Et on a été obligé de faire plusieurs étapes. On a l'impression que c'est plus contraignant, mais en fait, on aura un meilleur rendement. Le but de faire ça, c'est toujours d'avoir un rendement augmenté et au final, d'avoir des profits. Tout ça, c'est financier. Alors, je terminerai avec le dernier exemple. Donc, vous avez cette réaction-là, le mésylate, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, qui ressemble un petit peu. Donc, on peut vous demander d'expliquer comment on a fait ce mécanisme-là. Donc là, je vous l'ai détaillé en dessous. Donc, vous voyez que la seule chose qui change entre les deux molécules, c'est ici que ça se passe. Là, on a fait un sort de triangle avec un oxygène. Et le groupe OMS, ça va être le groupe partant, le nucléofuge. Donc là, le fait d'avoir les deux groupes, celui-là en arrière, l'autre en avant, les deux liaisons, elles vont être en position anti et on va pouvoir faire une substitution nucléophile. Donc sur ce carbone-là, il va y avoir l'oxygène qui va attaquer par derrière, l'attaque dorsale, et le MS au moins, qui est le mésylate, qui est un bon partant, qui va partir. Et ensuite, il y aura l'hydrogène aussi. Donc voilà les étapes. Donc vous avez une substitution nucléophile, mais interne à la molécule, c'est-à-dire c'est la molécule, elle s'attaque elle-même. Donc ce doublet va faire partir le OMS, qui est stabilisé par mésomérie. Et on va se retrouver avec
une liaison oxygène-carbone qui est en arrière, puisqu'on a attaqué en dessous par rapport au plan. Donc, vous vous retrouvez ici avec une forme qu'on appelle un hypoxyde, carbone, oxygène, carbone, un hypoxyde cyclique. Et le H+, il est parti après, piégé par la base. Voilà. Donc, dans cette partie, vous avez des molécules qui sont un petit peu compliquées, qu'on va appeler des benzylates ou des tosylates. Et le but, s'il n'y a qu'un truc à retenir, c'est celui-là, c'est qu'on doit transformer un mauvais groupe partant, par exemple OH, on le transforme en groupe tosylate ou mésylate, de manière à après faire une substitution et que ce soit un bon groupe partant. Donc là, vous avez celui qu'on appelle tosylate, où vous avez un benzène, une chaîne aromatique, que j'ai noté AR tout à l'heure, AR comme aromatique. Donc le tosylate, c'est cette partie-là avec une chaîne aromatique. Et le mésylate, il est un petit peu plus simple. Et ici, il y a juste un CH3 à la place du cycle aromatique. Mais ça va fonctionner de la même façon. Les deux, ils vont être stabilisés par mésomie. Voilà, donc j'ai fini le polycope à la page 4. Est-ce que vous avez des questions? Non. Ok, donc je vais enregistrer et je vous envoie les liens et puis le document PDF. Comme ça, vous pourrez recopier des réactions tranquillement chez vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve demain à 15 h pour faire la dernière page, la page 5. Voilà, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Juste madame, Ah oui, du coup, c'est possible de vous poser une question par rapport à l'alcool ou pas? oui, je vais couper. Ah, d'accord. Vous m'appellerez après. Ok.